Ceci est un livre audio autogénéré par Google. En quête de définition. Il est difficile de compléter un puzzle tout en sachant qu'il en manque la plupart des pièces, tandis que certaines sont en cours de fabrication et qu'en plus, il ne se formera pas un dessin mais une superposition d'images multiples. Compléter le puzzle du pouvoir des médias implique que l'on entre dans une énigme sans réponse totalisante. Cependant, disposer de plusieurs pièces assemblées, bien qu'elles puissent être dispersées, se chevaucher et comporter de nombreuses lacunes, ne revient pas au même que de ne rien avoir du tout. En fait, nous avons tous des cartes qui relient dans nos esprits la politique aux médias, parce qu'elles constituent une manière de nous orienter dans un monde traversé par les outils de communication. Le fait que l'on ne puisse plus penser la politique sans les médias, ni les médias sans la politique, n'est pas nouveau. Pourtant, depuis ces dernières années comme jamais auparavant, le rôle des médias fait partie du débat social quotidien. On n'accepte plus l'existence d'un narrateur omniscient du roman de la réalité. Ainsi, l'idée que les médias puissent être objectifs et neutres est en crise. Cela dit, si l'on écarte l'idée que les médias ne provoquent rien ou qu'ils ne font que refléter la réalité, on peut tomber dans un autre extrême, celui de penser les sujets comme des marionnettes manipulées de façon univoque par les fils tissés par les médias. Il semble alors qu'il s'agisse de sortir des débats binaires et de permettre des discussions. Au cours de cette époque de transition dans l'histoire de la communication, les médias ne sont ni tout-puissants ni négligeables. Au sein de l'univers qui s'ouvre entre ces deux pôles, ce livre se propose de naviguer en quête de définition pouvant mettre en perspective le pouvoir des médias. Sans réponse toute faite, avec l'objectif de générer des questions et des réactions et en se concentrant sur la dimension informative de ces médias. Nous vivons dans un monde plein d'images et de mots. Ces images et ces mots ne viennent pas d'une autre planète. Ils forment, constituent, dessinent, construisent et reconfigurent l'univers que nous habitons. Dans ce cadre, les médias sont l'un des acteurs disposant du plus de poids pour faire circuler les images et les mots, et pour définir les sens sociaux d'un monde partagé. Cependant, ce livre, pas plus que les médias, n'a été écrit sur une île déserte abstraite de son temps, de son histoire, de sa géographie. Il a été écrit en Amérique du Sud, alors que le rôle des médias, les intérêts de leurs propriétaires et leurs relations avec la politique sont remis en question. Ce débat est apparu au début du XXIe siècle, avec l'arrivée des gouvernements de gauche et leur confrontation, plus ou moins frontale et dans un cadre démocratique, avec les grands groupes médiatiques commerciaux nationaux dans une bataille publique qui, selon les pays, a atteint des niveaux de débat inédits. Il y a donc une bataille quotidienne pour le sens commun et pour la définition de l'agenda public. Dans ce cadre, il existe des récits contradictoires et superposés de la réalité. Au milieu de ces accusations croisées et dont le volume ne cesse d'augmenter, l'écoute se fait difficile. Ce livre a également été écrit dans le contexte d'une reconfiguration médiatique, qui voit les médias digitaux confluer avec les traditionnels, la radio, la télévision, les journaux, et ainsi affecter et transformer nos façons de communiquer. Tout est relié, converge, et nous nous faisons alors une idée du monde dans lequel le temps et l'espace se font toujours plus flexibles. L'information est l'un des domaines où cela est le plus visible. Le rôle de phare du sens, joué par les grands groupes médiatiques, qui sélectionnent ce qui entre ou non dans l'agenda journalistique, et par conséquent dans l'agenda public, et dictent quelles sont les questions importantes pour la société est plus que jamais un terrain disputé sur les plans politiques, symboliques et commercial. Dans les pays démocratiques, les médias de masse restent les fournisseurs de la matière première de la plupart des questions dont parle la société, et ils sont des amplificateurs de situations. Ils sont ainsi capables de mettre en évidence celles qui méritent, ou non, attention et existence publique. Cependant, dans un monde qui, au niveau commercial, est toujours plus dirigé vers les niches et la personnalisation des expériences de consommation, leur modèle répond moins aux désirs de l'usager. Ainsi, sur une planète où coexistent des cultures multiples, le devenir des médias traditionnels, pris dans la crise des grands récits, est une question ouverte. Les messages des médias traditionnels peuvent aujourd'hui être débattus au travers des médias digitaux, qui, quant à eux, permettent à leurs usagers d'atteindre un cercle social beaucoup plus élargi que celui qu'ils partageaient dans leur salon ou autour de la table d'un bar. Au moins potentiellement. En effet,
Les dernières protestations sociales ayant eu un grand impact à différents points de la planète se sont articulées à l'aide des réseaux sociaux. Les griefs des mouvements étaient dirigés contre les gouvernements et le monde financier, mais également contre les groupes médiatiques. Pourtant, jusqu'à présent, personne n'a obtenu un changement politique grâce à 1 million de j'aime sur Facebook. Les mouvements qui définissent les mobilisations sociales se jouent encore dans la rue. En outre, les médias montrent le monde en même temps qu'ils le construisent. Il suffit de penser à la dernière fois que nous avons passé une journée sans médias, et de réfléchir à la quantité parmi les 100 dernières informations sur la politique locale, nationale ou internationale, de celles qui nous sont parvenues, directement ou indirectement, à travers ces derniers. Mais les médias ne se sont pas limités à nous informer sur la politique. Ils nous ont montré le monde et nous l'ont raconté. Ils nous ont marqué la différence entre le laid et le beau, le pauvre et le riche, le correct et l'incorrect, l'acceptable et le scandaleux. Ils nous ont également fait connaître, au moins pour un moment, des lieux que nous n'avons jamais parcourus et où nous n'irons jamais parce que nous en sommes très éloignés, pour des raisons géographiques, sociales, culturelles, politiques ou économiques. En d'autres termes, ils ont raccourci et reconstruit nos réalités et nous les rétroalimentons en cela, parce qu'ils exercent une influence de différentes façons sur nos actions, la façon dont nous circulons ou non dans différents endroits à travers nos goûts, nos rêves, nos états d'esprit, nos loisirs et les sujets dont nous parlons et débattons. Par conséquent, pour mesurer le pouvoir des médias, il ne suffit pas de stipuler, comme le font certaines théories libérales, que leur seul pouvoir devrait être celui de contrôler le gouvernement. Il s'agit là bien sûr d'un rôle clé. Cependant, cette vision reste aveugle à de nombreuses facettes de la question. Entre autres, il semble qu'elle nie la mondialisation et la place du marché mondial. En outre, elle ne prend pas en compte le fait que les intérêts politiques et commerciaux de ces médias mettent en tension leur impartialité, et l'idée que l'information ne soit qu'un bien public. En même temps, elle ne prend pas non plus en considération le fait que, dans bien des cas, l'histoire des groupes médiatiques, en particulier en Amérique latine, ne peut s'expliquer si l'on ne s'arrête pas sur les nombreux accords et les négociations plus ou moins secrètes entre les États et les grands groupes économiques. Lorsqu'il s'agit d'étudier des processus politiques et médiatiques au niveau global, quelques questions se présentent. Comment mesurer le pouvoir et la portée des médias ? Comment définir leur fonction dans la société ? De quelle façon se montre, se construit et se raconte la réalité ? Quel rôle reste-t-il aux journalistes ? Quel est celui des usagers des médias ? Jusqu'à quel point les médias sont-ils pluralistes ? Jusqu'où légitiment-ils l'ordre actuel des choses ? Quelle est l'influence de leurs intérêts commerciaux et politiques ? Quel espace laissent-ils au changement social ? Et à l'expression des moins favorisés ? De plus, les médias se sont toujours focalisés sur l'exceptionnel, sur ce qui rompt la normalité supposée du quotidien. Des expressions telles que no news, good news, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, ou if it bleeds, it leads. S'il y a du sang, ce sera en tête de l'agenda journalistique, sont de clairs exemples de ce que les rédactions et les routines journalistiques considèrent comme une information. Bien que les médias aient toujours consacré beaucoup d'espace aux mauvaises nouvelles, nous n'y avons jamais été autant exposés et ainsi, ce qui vient briser la normalité se fait habituel dans notre quotidien. Face à ce panorama, comment notre relation aux médias se configure-t-elle ? Pour approfondir la question du pouvoir des médias, j'ai réalisé des entretiens avec 6 intellectuels reconnus pour la finesse de leur analyse des sociétés contemporaines, dont les travaux sont révélateurs des modes de fonctionnement du monde. Je savais que je partais d'une question tragique, à laquelle on ne peut apporter de réponse unique ni totale, mais l'objectif était d'obtenir de nouveaux outils pour ausculter ce changement d'époque. Dans ce cadre, 4 des intellectuels interrogés sont des théoriciens ayant fait école, qui ont eu et conservent une forte influence sur la façon dont on pense la société et la politique en différents points de la planète. Dans le même temps, leurs textes ont inspiré et influencé différents acteurs sociaux soucieux de parvenir à un monde plus juste. Il s'agit de Gianni Vattimo, d'Ernesto Laclau, d'Antonio Negri et de Nestor Garcia Conclini. Les jeunes Pablo Boczkowski et Gabriel Vomaro, pour leur part, sont les auteurs d'œuvres dotées d'une grande puissance théorique pour expliquer les défis et les tensions qui entourent les médias dans le monde d'aujourd'hui. Leurs travaux démontrent l'importance des études empiriques sur les reconfigurations actuelles des médias.
Les intellectuels convoqués, issus de disciplines et de perspectives différentes, partagent certains diagnostics, s'opposent sur d'autres questions et débattent dans les différents dialogues présentés dans ce livre. Tous sont porteurs de théories profondes. Il s'agit d'auteurs qui provoquent la pensée, d'universitaires ayant trouvé des moyens d'appréhender la situation politique et médiatique des sociétés contemporaines avec une clairvoyance et une puissance face auxquelles il est difficile de rester passif. Il n'est pas possible de considérer que les médias puissent être au-dessus des débats sociaux, politiques et économiques, pour refléter une réalité qui se produirait alors en dehors d'eux-mêmes. En raison de cela, nos interlocuteurs pensent des sociétés pleines de trames, de hiérarchies, de tensions et de batailles, dans lesquelles les médias jouent bien sûr un rôle fondamental. Ni unique, ni isolé, mais central. Comme l'assure Antonio Negri, les médias traditionnels sont des instruments de pouvoir, bien qu'il y ait une nette différence entre les anciens et les nouveaux médias apparus avec Internet. Dans le même temps, leur pouvoir peut être aujourd'hui plus important parce que, comme le dit Ernesto Laclau, en ces temps de dissolution des fortes identités de partis, les moyens de communication ont la capacité d'agglutiner des demandes collectives. Alors, au-delà de l'avancée des médias digitaux, un média traditionnel à succès reste une tribune à partir de laquelle débattre le sens social des choses et co-construire la réalité. Rien de moins. Cependant, comme l'affirme Gabriel Vommauro, les médias ne créent pas des réalités à partir de rien, en tout cas ils ne devraient pas le faire. Ils s'y confrontent et en fonction de traditions, de routines, d'éthique professionnelle, de raisons mercantiles, ils choisissent ce qu'ils montreront et c'est encore plus important comment ils le montreront. Le problème, comme le démontre Pablo Boczkowski, est que ces routines sont elles-mêmes en pleine transformation et que le journalisme et les informations ne sont, ni ne seront plus, tels qu'ils ont été auparavant. Par ailleurs, comme le dira Gianni Vattimo, la carte n'est jamais égale au territoire. En d'autres termes, les médias existent parce que nous n'avons jamais accès à tous les événements, et en raison de cela, ces derniers apparaissent comme les maîtres de la sélection légitime de cette réalité. Alors, comme l'assure Nestor Garcia Conclini, ils configurent et influencent les imaginaires sociaux pour nous guider face à ce que nous ne parvenons pas à connaître. À suivre. Ce livre est structuré en 6 chapitres. Dans chacun d'eux, on interroge un auteur sur les questions que celui-ci travaille dans son œuvre pour, à partir de celles-ci, lui poser de nouvelles questions liées aux moyens de communication. Dans le premier chapitre, le philosophe Gianni Vattimo, l'un des principaux théoriciens de la postmodernité, examine la dissolution de l'idée de vérité objective, la fin des grands récits et le rôle que jouent dans ce contexte les médias. Dans le deuxième chapitre, le spécialiste des médias numériques, Pablo Boczkowski, avertit que, contrairement à ce que prévoyaient les plus optimistes, Internet a produit une plus grande homogénéité des contenus informatifs. Il explore alors les implications de cet état de fait sur l'agenda public, ainsi que les transformations des moyens de communication en ces temps de transition. Dans le troisième chapitre, le philosophe Ernesto Laclau, le principal théoricien post-marxiste, dont le travail a trouvé un écho particulier auprès des gouvernements progressistes contemporains en Amérique latine, analyse la relation entre hégémonie, populisme et médias. Dans le quatrième chapitre, le sociologue Gabriel Vommauro explore les changements apportés par le fait de ne plus penser la citoyenneté dans la rue, mais à la maison, face à la télévision, ainsi que les nouveaux éléments en tension dans la définition de la relation entre les médias et la politique. Dans le chapitre 5, le philosophe politique Antonio Negri observe la puissance des médias numériques à l'égard du changement social et la façon dont ils se lient aux multitudes, en tant que nouveau sujet social révolutionnaire. Dans le même temps, il pose la question du commun et s'intéresse au rôle des médias dans les modes de gouvernement du monde actuel. Dans le chapitre 6, l'anthropologue Nestor Garcia Conclini problématise la mondialisation comme un processus inégal et segmenté, et explore le rôle des médias dans un monde où toutes les cultures sont marquées par une situation de frontière. Le défi est alors de passer la balle et de placer notre regard au-dessus de la conjoncture. Ainsi, au lieu de nous contenter de photos d'identité du fonctionnement des médias, ce livre se propose d'ébaucher et d'exposer à leur sujet des questions plus générales et moins anecdotiques. Chapitre 1 – Les médias face à la fin des grands récits. Entretien avec Gianni Vattimo.
L'intensification des processus de communication facilite multiplication des voix et des perspectives, marquant la fin de la modernité. Ceci a pour effet que le monde dans lequel nous vivons se montre enfin tel qu'il a toujours été. Une accumulation de récits superposés issus de cultures, de classes et d'histoires diverses. Ainsi, nous dit le philosophe Gianni Vattimo, s'effondre l'idée d'un monde avec une histoire unique, dont l'Occident serait le moteur, celui-ci persistant à penser qu'il n'existe qu'une seule vérité. Nous vivons aujourd'hui dans des sociétés traversées par les moyens de communication. Ainsi, même s'il est parfois évoqué, il n'y a plus de principe ultime, tel que Dieu, la raison ou la vérité, auquel faire appel afin que les autres le respectent. Pour nous orienter au sein d'une telle époque, il est alors nécessaire de trouver une boussole, même si celle-ci ne peut être que précaire, temporaire et incomplète. En ce sens, les travaux du philosophe italien, l'un des principaux représentants mondiaux de la pensée postmoderne, révèlent leur puissance pour donner un sens au présent. Nous habitons un monde de pluralité dans lequel il n'est plus possible de nier que toute vérité est partielle, et que nous sommes passés d'une pensée forte à une pensée faible. Les accords devraient alors aujourd'hui se fonder sur la reconnaissance de ce changement. Dans ce contexte, les médias ne sont pas des acteurs secondaires, mais ceux qui marquent pour Vattimo le sens même de ce processus. Vattimo est né à Turin en 1936 et y a toujours vécu. Il a été le disciple de Luigi Pareson et de Hans-Georg Gadamer. Dès les années 60, il s'est révélé porteur d'une proposition théorique propre qui s'est ensuite transformée en une référence centrale des réflexions sur la contemporanéité. Son travail universitaire l'a conduit à partager son temps entre l'Italie et d'autres pays, comme l'Allemagne et les États-Unis. Au cours de sa carrière, il a exploré différents problèmes à partir d'une philosophie qui, héritière du Dieu est mort, nietzschéen et de la critique de la métaphysique de Heidegger, a cessé de rechercher la vérité universelle et doit se contenter de parler et de donner un sens au présent. Aujourd'hui, alors que les médias démontrent que la réalité est plus faible et fluide, ils proposent une ontologie actuelle. C'est-à-dire une philosophie utile et étroitement liée à la vie. En ce sens, les médias ont été l'une de ses préoccupations centrales. À cause de leur pouvoir d'établir des réalités, et de leur façon de les alléger, mais également parce qu'ils montrent l'importance de l'interprétation, question cruciale dans l'ensemble de ses travaux. Ainsi, au sein de son œuvre prolifique, Vattimo consacre en particulier un livre au rôle des médias, La société transparente. Pour le philosophe, notre époque est celle de la communication généralisée. Une société pleine de discours, nombre d'entre eux véhiculés par les médias, qui ne montrent qu'une réalité partielle. Ce chaos est pour beaucoup un problème, tandis que Vattimo y trouve une puissance forte pour l'émancipation, parce qu'il révèle le caractère intriqué et confus du monde dans lequel nous vivons. S'il s'agit de réduire la violence, les dogmatismes et les injustices qu'ils produisent, l'affaiblissement de l'ordre établi ouvre de nouvelles perspectives. Au cours de sa trajectoire, Vattimo s'est également révélé un grand divulgateur. Il a écrit et continue d'écrire pour de nombreux journaux. Il a également dirigé des programmes de télévision. Dans le même temps, il s'est engagé politiquement, ce qui s'est souvent traduit par un travail partisan. Au milieu des années 70, il a été membre du Parti radical, au sein duquel il s'est présenté en tant que candidat homosexuel. Cette question n'avait jusqu'alors pas été rendue publique, mais elle participera dès lors de son militantisme politique. Par la suite, il a été membre de l'Alleanza PER Torino puis des démocrates de gauche, avec lesquels il parviendra au Parlement européen, où il siégera entre 1999 et 2004. Il sortira de cette expérience résigné quant à la démocratie sociale et au réformisme, marquant alors un retour à Marx, au communisme, et un pessimisme à l'égard des possibilités de changer le système depuis l'intérieur. Cependant, Vattimo reviendra à la politique partisane en tant que candidat indépendant du mouvement Italia dei Valori, dont il sera député continental entre 2009 et 2014. S'il est certain que la philosophie doit parler du présent, et que nous appartenons tous à une certaine culture dont nous ne pouvons faire abstraction, Vattimo est enfant de l'Italie. C'est-à-dire de son instabilité politique et des années Berlusconi. Le leader et magnat médiatique qui a marqué les 2 dernières décennies.
Ceci l'a conduit à nuancer son optimisme concernant la portée des changements se produisant dans les communications. Vattimo reconnaît l'importance de l'influence de l'Église et du catholicisme dans sa formation, bien que son cheminement au sein du christianisme soit fait de va-et-vient. C'est la doctrine au sein de laquelle il s'est formé toute sa vie, et à laquelle il est revenu avec une rechristianisation qui propose un nouveau contrat allant au-delà des hiérarchies ecclésiastiques et qui devrait être moderne, libéral, socialiste et démocratique. En d'autres termes, il propose un Dieu relativiste ou un Dieu faible, face à l'effondrement des vérités absolues. Un christianisme partiel, qui ne se croirait pas possesseur de la vérité. À partir de là, Vattimo se définit comme catho-communiste. Il dit qu'il est communiste parce qu'il est chrétien et croit que le futur de cette religion est celui du communisme. Le message de la charité chrétienne, « Aime ton prochain comme toi-même », affirme-t-il, est une base pour aller vers une société de tolérance, dans laquelle les diversités seraient reconnues et où l'on parviendrait à des consensus. Dans ce contexte, la puissance des médias réside en ce qu'ils montrent un monde où l'image se confond avec le réel et où il reste clair que ce que nous appelons réalité est un jeu entre des interprétations en conflit. Ainsi, comme le disait Nietzsche, le monde vrai, enfin, devint une fable. Que signifie le passage d'une pensée forte à une pensée faible ? Je me base sur deux penseurs très suspects, Heidegger et Nietzsche. Tous deux m'inspirent la pensée faible, une expression que nous avons inventée dans les années 80 avec Pierre Aldo Rovati pour indiquer, comme le disait Lyotard, la fin des grands métarécits. Qu'est-ce que cela veut dire ? L'évolution de la culture scientifique et politique européenne, avec la dissolution de l'eurocentrisme, donne raison au postmoderne. L'idée de l'histoire humaine comme unité linéaire a été démentie lorsque les autres cultures, différentes de l'européenne, ont pris la parole. Il n'y a plus d'histoire unique, mais plusieurs histoires. Les différences culturelles sont autant d'orientations métaphysiques, de perspectives, qui ne peuvent être unifiées en un métarécit unique qui dirigerait l'histoire humaine. C'est important, parce que la pensée faible signifie que l'on accepte la dissolution d'une ligne unitaire. C'est-à-dire de la pensée forte, qui parle de l'histoire humaine au sens dogmatique et métaphysique. Tout ceci prend également racine dans la critique heideggerienne de la métaphysique, cette idée qu'il y a une structure dans l'être que la pensée peut parvenir à comprendre et à connaître, et sur cela, dire la vérité ou non. Dans mon cas, lorsque je prends acte de la multiplication des métarécits, je prends en compte le fait qu'il n'est pas possible d'écrire la vérité objective parce que nous sommes toujours pris dans une culture, un langage et des schémas idéologiques. Je ne crois pas qu'il soit possible de voir le monde sans perspective idéologiquement qualifiée. C'est ce que l'on appelle également l'herméneutique. Tout cela rend la pensée plus faible. Certainement, au sens où je sais que ce que je pense être la vérité est conditionné par ma situation historique, culturelle, sociale, économique. D'autre part, je suis de plus en plus fidèle au discours de Marx, parce qu'il avait prévu ce qui est en train de se passer, en particulier la concentration de la richesse et l'appauvrissement du plus grand nombre. C'est pour cela que Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.